Bonjour Pascal Perrineau. Bonjour. Alors avec la chute du gouvernement Barnier, Emmanuel Macron est à la recherche d'un nouveau Premier ministre. La première de ses qualités à ce futur Premier ministre, c'est d'abord qu'il soit non censurable, c'est ça ? Non censurable, alors qu'il faut remonter, si vous voulez, aux législatives. Les législatives dernières ont débouché sur une situation où il n'y a pas de majorité. Donc comment fait-on pour accoucher d'une majorité qui ne peut être que relative dans une situation où personne, véritablement, ne peut revendiquer une victoire? Alors on a essayé, avec le gouvernement de Michel Barnier, un axe ensemble LR. Là, les socialistes, l'évolution du Parti socialiste, si tant est qu'elle soit réelle, il faut attendre les jours qui viennent. L'évolution du Parti socialiste permet de dire qu'on pourrait peut-être... Qu'il y aurait une ouverture. Voilà, élargir un petit peu ce socle fragile, puisque le gouvernement Barnier a été victime d'une motion de censure, élargir peut-être un peu la surface du prochain gouvernement, c'est-à-dire que ça aille au moins des LR à certains socialistes, peut-être à tous les socialistes, en passant par ensemble. Voilà quel est l'objectif politique. Mais pour ça, il faut trouver à la fois un programme minimal pour ce gouvernement, et puis un homme ou une femme capable de porter pendant quelques semaines, espérons quelques mois tout de même, ce gouvernement. Les 30 prochains mois, a dit dans son allocution le président de la République, c'était jeudi dernier. Il est très optimiste. Il vise la stabilité. Voilà. On peut le comprendre pour le pays. On peut le comprendre, mais déjà, si on avait une stabilité, j'allais dire, sur 5-6 mois, ça serait une très bonne chose, parce qu'on a une échéance. Il va falloir voter un budget. Et on a vu que c'est sur le budget de la sécurité sociale que ça a chopé. Oui, bien sûr. Et donc on ne peut pas compter, si vous voulez, sur un ralliement à la culture de gouvernement des deux extrêmes. On l'a vu, le RN et le LFI ont mis leur voix ensemble pour faire tomber le gouvernement. Donc ça ne changera pas. Au fond, ces partis ne sont pas dans une culture de gouvernement. Donc il faut faire avec les autres. Et là, le NFP, le fameux nouveau Front populaire, semble connaître suffisamment de tensions internes pour que se décroche une partie de la gauche non LFI. C'est-à-dire, ce serait le retour, entre guillemets, du PS à une force de gouvernement, c'est ça ? Voilà, ça serait, au fond, vous savez, on parlait sous la 4ème République de troisième force. Là, au fond, ça serait l'idée d'une troisième force qui se dégagerait et qui laisserait de côté le Rassemblement national et de l'autre côté LFI. Ce rapprochement du Parti socialiste ne ravit pas Mélenchon, qui a menacé le Parti socialiste de l'exclure du nouveau Front populaire. On est peut-être en train de voir le début de la dissolution du nouveau Front populaire, ce serait ça ? Peut-être, attendons, parce que électoralement, socialistes, écologistes et communistes ont besoin des LFI. Et on va avoir l'année prochaine, ou plutôt en 2026, les élections municipales. Et ces élections municipales vont voir certainement l'affrontement entre LFI et la gauche non LFI, et cela peut coûter éventuellement la victoire dans telle ou telle municipalité tenue pour l'instant par les socialistes. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, faisait les comptes effectivement ce week-end. Elle l'a dit lors du grand jury RTL M6, Le Figaro Public Sénat. Si on ajoute les indépendants, le Parti socialiste, on arrive à 299 voix. Il y aurait une majorité, donc plus de censure possible. En effet, c'est un rêve. Est-ce que ce rêve va devenir réalité ? C'est une autre affaire. Parce qu'on voit, si vous voulez, les promesses n'engage que ceux qui y croient. Le Rassemblement national avait laissé entendre que il n'engagerait pas le faire contre le gouvernement Michel Barnier. Et ils l'ont engagé. Et ils se sont même associés à une motion de censure déposée par LFI. Donc le Parti socialiste, jusqu'à quelle est la valeur de sa mue politique, soyons prudents. Soyons prudents. Pour revenir sur le Rassemblement national qui effectivement s'est associé à LFI pour voter cette motion de censure, vous pensez que l'électorat de Marine Le Pen et de Jordan Bardella peut leur tenir rigueur de cette association ? Alors l'électorat des fidèles, non.
Mais parce que la base, il faut le dire quand même, la base du RN voulait ce vote de censure. Hein. Bien sûr, parce qu'ils sont dans une tradition protestataire, voilà, ils sont contre. Hein. Ils estiment que leur avenir ne dépend que d'une victoire qui serait la seule victoire du RN et de ses petits alliés ciotistes. Mais enfin, ça n'est pas sérieux. Si le RN veut l'emporter un jour, il aura besoin d'électeurs qui aujourd'hui ne votent pas pour lui. Et là, les électeurs qui auraient pu, venant de la droite ou d'ailleurs, voter RN, ça va les faire hésiter, parce qu'ils se disent, au fond, le Rassemblement national ne devient pas un parti de gouvernement. Il n'arrive pas à sortir véritablement de sa culture protestataire. Et donc, pour cet électorat-là, véritablement, l'attitude du Rassemblement national lors de la motion de censure est une mauvaise nouvelle. Est une mauvaise nouvelle à vos yeux. Marine Le Pen, elle, a dit qu'elle se sentait considérée comme des parias, et elle considère, nous sommes toujours traités par les forces politiques comme des parias. Ce mauvais traitement qu'elle attribue à Michel Barnier aurait précipité un peu cette attitude, ou on peut quand même dire que c'est clairement un calendrier judiciaire. Hein. Oui, je crois que le calendrier judiciaire a pesé. D'autre part, mais attendez, Michel Barnier a fait beaucoup d'efforts vis-à-vis du Rassemblement national. Il est allé très loin. C'est même ce que toute la gauche reprochait à Michel Barnier, et même une partie des forces d'ensemble, en cédant sur de multiples demandes. Mais les demandes devenaient insatiables. Pourquoi ? Parce que le RN n'avait pas envie de continuer l'expérience du gouvernement Barnier et voulait le faire tomber. Il faut tout de même assumer ses choix dans la vie, et dans la vie politique aussi. Alors, des noms circulent déjà depuis quelques jours. Le nom qui tient un peu la corde actuellement, c'est celui de François Bayrou. Alors, c'est pas la première fois qu'on entend le nom de François Bayrou, allié historique d'Emmanuel Macron. Bien sûr. Alors, dans cette... Ce serait un profil non censurable. Voilà. Il a tous ses avantages. Il n'y a pas de profil non censurable. Tout le monde peut être censuré. Attention, les forces politiques viennent de prendre l'habitude de censurer, et de censurer non pas pour accoucher d'une majorité alternative. Le RN et les filles sont incapables d'accoucher de quoi que ce soit. Ils sont capables de dire non, ils ne sont pas capables de dire oui. Donc, mais on a pris l'habitude, et même les socialistes, les communistes, les écologistes ont pris l'habitude. L'ancien président de la République, François Hollande, a voté une motion de censure. Donc, ils ont pris l'habitude. L'habitude prise hier peut très bien se redévelopper demain. Mais il est vrai que dans les discussions actuelles, vous avez LR qui laisse entendre que certes, sa préférence, ça serait en effet un gouvernement dirigé par LR, mais la préférence, ça veut dire qu'on peut avoir d'autres préférences et qu'il pourrait... Vous faites référence, pardon de vous couper, à l'interview qu'a donné Laurent Wauquiez dans le Figaro aujourd'hui. Effectivement, le terme qu'il a choisi, préférence pour un PM, un Premier ministre issu de LR. Mais Barnier était déjà issu des rangs des LR. Tout à fait. Mais LR peut soutenir un gouvernement qui serait un gouvernement Barnier revisité avec un non-LR à sa tête. Simplement, le patron des Républicains dit on n'ira pas jusqu'à soutenir un gouvernement de gauche. La gauche dit... La gauche qui se rallie éventuellement dit « Ah, nous on veut bien, mais à condition qu'il n'y ait pas d'hommes qui viennent de la droite, un Premier ministre qui vienne de la droite. » Donc, ni droite, ni gauche. Qu'est-ce qui reste ? Un homme du centre. Un homme ou une femme du centre. Donc on se tourne vers l'hypothèse Bayrou n'est pas absurde. Ce n'est pas absurde. C'est effectivement, je le rappelais, un allié historique d'Emmanuel Macron. C'est grâce aux voix du MoDem qu'Emmanuel Macron a accédé en 2017 à la présidence. Et Bayrou, il s'est officiellement... porté candidat ? Il a laissé entendre qu'il rendrait service dans sa mairie de Pau, je crois hier. Il a dit, voilà, si on me demande, moi, je ferai le job. Il est prudent parce que beaucoup de noms, on le voit toujours avec l'actuel président de la République. Il a été chaudé plusieurs fois. Puis plusieurs noms qui circulent. Et puis le président de la République veut faire une surprise et donc il prend un nom auquel on ne s'attendait pas. Alors je ne sais pas si cette fois-ci, ce mode de fonctionnement macroniste sera reproduit ou non. Mais si vous voulez, un homme ou une femme qui sort de cet espace central, disons, ne serait pas absurde pour essayer d'accoucher enfin d'un budget,
pour mettre en œuvre, et là très rapidement, la loi qui va reproduire le budget de l'année dernière, parce que, attention, il faut que les fonctionnaires soient payés, il faut que l'État ait les moyens de continuer à fonctionner. On voit qu'il y a des effets déjà délétères. Si les agriculteurs sont dans la rue, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il n'y a pas eu le vote du budget, et que donc, ils sont obligés d'attendre pour les aides qui leur avaient été promises. 400 millions d'aides promises. Hein. C'est pour ça c'est pas pour rien qu'ils ont emmuré la permanence de l'ancien président de la République, François Hollande, parce qu'ils disent, en votant la censure, eh bien, vous nous avez privés d'une aide dont on a urgemment besoin. Donc on voit déjà les effets assez délétères de cette motion de censure. Et François Bayrou, il s'entend bien avec les socialistes, avec Marine Le Pen? Quelles sont ses relations? Alors, Marine Le Pen, il n'a jamais, j'allais dire, eu une attitude discourtoise. Il n'y a pas eu de mots trop... Non, pas eu de mots trop durs vis-à-vis de Marine Le Pen. Il a dit que dans l'affaire du procès, il considérait peut-être que les réquisitions des procureurs étaient excessives. Il faut dire que lui avait connu également une affaire un peu du même type, avec des assistants parlementaires du MoDem au Parlement européen. Donc c'est un homme qui n'a pas de mauvaises relations avec le RN. C'est un homme qui a gouverné pendant longtemps avec la droite. Lorsqu'il était au gouvernement, il gouvernait avec la droite, le MoDem. Et c'est un homme qui est gaucho-compatible. Souvenons-nous, en 2007, il préférait la candidature. Il avait voté François Hollande, c'est ça, contre Nicolas Sarkozy. Alors justement, par contre, il peut avoir... Les LR s'en souviennent de ça, non ? Oui, les LR s'en souviennent, c'est pour ça que pour eux, la pilule peut être un peu difficile, un petit peu difficile à passer. À digérer. Mais on est dans une situation tellement complexe qu'il faut faire un effort. Si personne ne fait un effort pour sortir de son couloir de nage et aller nager éventuellement avec d'autres, eh bien, on n'en sortira pas et on va arriver à une situation de blocage. Et attention, les agences de notation commencent à avoir des mots très durs sur la situation française. Ursula von der Leyen qui se précipite pour négocier et signer le Mercosur, vous voyez, au moment où justement la France est dans un état de faiblesse gouvernementale, c'est un signe envoyé sur le fait que, vous voyez, la France en Europe et la voix du président de la République française en Europe, aujourd'hui, ça ne pèse pas si lourd qu'il y a encore quelques mois. Alors, il y a un autre nom qui circule, c'est celui de Sébastien Lecornu. Oui. Lui, c'est un macroniste, il est ministre démissionnaire des Armées. Il a quelques atouts où finalement, être macroniste, c'est quand même un peu embêtant. Si vous voulez, en termes d'opinion, ça serait peut-être assez difficile à vendre en disant, voilà, tout ça débouche en fait sur un gouvernement dirigé par un des hommes qui est le plus proche d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que Sébastien Lecornu, d'ailleurs, vous avez vu, est très silencieux. Mais Sébastien Lecornu, c'est quelqu'un qui a l'habitude du compromis, il l'a montré dans son département. C'est quelqu'un qui a réussi à la tête d'un ministère qui n'est pas toujours facile, qui est le ministère des Armées, donc il a des atouts qui sont des atouts personnels, mais la proximité vis-à-vis du président peut poser à terme problème en termes d'opinion. Vous voyez, les gens se diront tout ça pour ça. Tout ça pour un macroniste. Alors, Pascal Perrineau, on est le 9 décembre aujourd'hui. Oui. Il y a 6 mois, le 6 juin, le président de la République annonçait la dissolution de l'Assemblée nationale. 6 mois après, on récolte les effets de cette dissolution ratée. Tout à fait. Déjà, sur le moment, beaucoup d'observateurs, beaucoup de politiques, beaucoup d'hommes d'entreprise étaient extrêmement surpris de la décision du président de la République. C'est une décision qui a été prise beaucoup trop vite. C'est une décision hâtive. C'est une décision qui n'était pas judicieuse. La dissolution ne doit pas être utilisé comme cela sous la Ve République, et c'est ce que ce jeune président de la République n'a pas compris, ou n'a pas voulu comprendre. Qu'est-ce qu'il a raté ? Enfin, qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Il a voulu prendre de court finalement les forces politiques ? Il a voulu prendre de court, il était persuadé qu'il pouvait inverser le rapport de force, alors que personne se disait qu'en quelques semaines, il était possible d'inverser le rapport de force, et nous dit-il, il a voulu anticiper ce qui se serait passé selon lui
en septembre, d'abord personne ne le savait. La censure du budget, voilà. C'est ça. Et la censure, si elle avait été faite plus tard, à la suite par exemple d'une attitude de blocage de LR, elle aurait été comprise dans l'opinion. Là, cette dissolution n'a pas été comprise. Et c'est là où le bas blesse. Et ensuite, dissolution, mauvaises élections législatives, chute du gouvernement, la chaîne des mauvaises nouvelles est engagée. Mais tout a commencé le 6 juin au soir. Le 9 juin, au soir. Et effectivement, enfin, le président de la République a reconnu la semaine dernière que la dissolution n'avait pas été comprise. Voilà, comprise. Mais encore un effort. Il faut qu'il aille plus loin. J'ai peut-être fait une erreur. Merci Pascal Perrineau. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le goût de la politique. Un observateur passionné de la Ve République. Toujours passionné Toujours inquiet. Un observateur passionné mais inquiet actuellement. Voilà, en tant que citoyen, je suis inquiet. En tant qu'observateur, c'est un véritable laboratoire qui est sous nos yeux. Mais parfois, dans les laboratoires, ça explose. Merci d'avoir été avec nous.